Ok, bien, donc je vais vous parler un petit peu d'un thème qui est quand même assez courant. C'est le bilan lipidique donc, dans la prévention donc, du risque cardiovasculaire. Alors je vais essayer d'être pas trop long. Bon, d'abord, on va parler de cholestérol, bien évidemment, je voulais juste faire une petite introduction par rapport à ce qu'il en est actuellement, enfin tout du moins sur une étude, qui était l'étude Esteban en 2006-2015, qui montrait que, en fin de compte, dans la population d'adultes, bon, il y avait très peu de variations de la cholestérolémie, mais qu'en fait, les sujets qui déclaraient avoir eu un bilan lipidique étaient en baisse entre ces deux périodes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et que même il y avait des absences de traitement observées. Et la conclusion générale a été que il y avait une tendance, malgré tout, à une augmentation de la cholestérolémie et une baisse de la qualité de prise en charge. Donc, pour dire qu'à l'heure actuelle, ça reste quand même tout à fait d'actualité. Alors, on vous a parlé tout à l'heure, ou très rapidement, du risque cardiovasculaire et puis des nouveaux outils. Et je passerai assez rapidement là-dessus parce que ça ne va pas être le thème central pour moi. C'est l'utilisation des tables qui ont évolué au cours du temps. Les tables SCORE, SCORE2 et SCORE2-HOP pour old people, pardon. Donc avec une évolution entre 2016 de l'ESC, 2016, 2019, 2021, qui donc élargissait au cours du temps donc l'utilisation de ces tables à l'élargissement aux événements cardiovasculaires fatals et non fatals, mais aussi définissait aussi dans SCORE2 donc des pays qui avaient une plus ou moins grande susceptibilité à ces pathologies. D'autre part, dans ces tables, pour leur utilisation, le fait principal était qu'on parle maintenant de patients sains, entre guillemets, et qu'on ne peut pas utiliser, bien sûr, ces tables-là dans le cas de pathologies, de maladies cardiovasculaires avérées, de diabète, d'insuffisance rénale chronique, d'hypertension artérielle sévère ou d'hypercholestérolémie familiale, bien évidemment. Ces pathologies, et c'est là-dessus que j'irai tout à l'heure, sont considérées soit à haut risque ou à très haut risque. Simplement, ce qui concerne le bilan lipidique, et j'espère que je pourrai en dire un mot tout à l'heure, c'est qu'est apparu non pas le cholestérol total, mais maintenant est apparu une nouvelle dénomination qui est le non-HDL cholestérol, qui va être utilisé dans l'utilisation donc des tables SCORE et SCORE2. Enfin, SCORE2, pardon. Donc voilà, tout de suite, tiré de la publication des guidelines de 2021. Donc vous voyez que là, on a séparé donc, les pays européens et aussi les pays, vous voyez, du Maghreb ou d'autres, qui sont classés en fonction de bas risque, en vert, et puis moyen, et de plus en plus, lorsqu'on va vers le foncé, sur des pays donc, à très haut risque. Et puis, donc voilà, effectivement, en fonction donc, de l'âge, du sexe, vous connaissez tous ça, fumeur, non-fumeur, en fonction de la pression artérielle systolique, et puis en fonction donc, du non-HDL cholestérol, entre les pays à bas risque et les pays ici à très haut risque. Donc je vais vite là-dessus. Pour ce qui est du diabète de type 2, ou du type 1 d'ailleurs, le risque cardiovasculaire va être d'emblée classé, alors il peut être modéré, mais généralement classé élevé ou très élevé. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout de suite une diapositive ici qui montre que dans les guidelines de 2021, on introduit donc en fonction donc de la présence ou de la non-présence de facteurs de risque cardiovasculaire associés ou d'atteinte des organes cibles, et en fonction aussi de l'état, est-ce qu'il y a eu déjà une pathologie cardiovasculaire, enfin, quoi qu'il en soit, dans les patients à très haut risque, on admet donc, on préconise une cible de LDL cholestérol qui maintenant est en dessous, vous voyez, de pratiquement 0,5 g par litre. Pour ce qui est des sujets de plus de 40 ans qui n'ont pas donc d'atteinte de ces organes cibles, dans ce cas-là, on est sur une base d'un LDL cholestérol qui, après traitement, devrait atteindre 0,7 g par litre. Donc là, c'est le suivi par le LDL cholestérol. Alors, justement, à partir de là, ce qui va se poser comme problème, c'est de savoir que dans cette pathologie-là, vous allez avoir des modifications du bilan lipidique
et en particulier quelque chose dont on parle de plus en plus maintenant, qui est l'augmentation des triglycérides, donc cette hypertriglycéridémie qui va être associée à ces pathologies. Hypertriglycéridémie et puis, par voie de conséquence, j'allais dire une diminution du LDL cholestérol. Ça, c'est le caractère, j'allais dire, quantitatif des choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre critère, qui est le caractère donc qualitatif. Et je vous montrerai ça tout à l'heure en ce qui concerne les LDL petites et denses qui apparaissent au cours de ces pathologies avec une déviation du profil des LDL vers la formation de ces LDL petites et denses. Donc j'y reviendrai tout à l'heure pour vous faire voir que même après traitement par les statines, eh bien, on a malgré tout une accumulation dans ces LDL petites et denses d'espèces lipidiques qui ont un caractère pro-hétérogène. Bon, le syndrome métabolique, prédiabète, c'est un peu la même chose. J'ai remis ici les critères. Bon, 3 des 5 critères doivent être présents. L'obésité, la triglycéridémie, je passe. Le tableau est à peu près le même, avec l'augmentation des triglycérides, l'augmentation du HDL cholestérol, et puis l'apparition de ces LDL petites et denses. Bien. Deuxième point, à part ça, c'est effectivement lorsqu'on fait une exploration d'une anomalie lipidique et qu'on recherche, donc, dans le cas d'une hypertriglycéridémie, un risque cardiovasculaire, eh bien, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on va avoir d'une part une diminution du HDL cholestérol, qu'on aura aussi pour les LDL justement petites et denses une diminution de leur contenu en cholestérol, et qu'à partir de là, même si on atteint la cible du LDL cholestérol, eh bien, il existe malgré tout un risque cardiovasculaire résiduel. On a essayé des thérapeutiques, en particulier l'inhibition de la CETP, de la cholestérol-ester transfert protéine, qui aboutissait à une augmentation du HDL cholestérol, mais en fin de compte, qui ne donnait que pas ou faible diminution du risque. Alors pourquoi ça ? Bien, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va aboutir dans ces cas-là à une augmentation des lipoprotéines riches en triglycérides, et on va y revenir ensuite, sur la diminution d'une activité enzymatique et la lipoprotéine lipase, avec l'accumulation de ces lipoprotéines riches en triglycérides, et donc en bout de chaîne de ce qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire l'accumulation de ce qu'on appelle les remnants de cholestérol, et encore une fois, l'accumulation de ces LDL petites et denses. Alors simplement ce petit schéma métabolique pour bien préciser les choses à ce niveau-là. Donc lorsqu'on aura cette hypertriglycéridémie avec augmentation des VLDL, eh bien vous allez avoir une activation justement de la CETP avec des échanges connus avec les LDL mais aussi avec les HDL. Donc échange de triglycérides qui vont s'enrichir au niveau des LDL et qui vont en contrepartie donc céder aux VLDL des esters de cholestérol. Ça va être le même cas pour ce qui est les HDL. Deuxième temps, c'est qu'à partir de la formation de ces LDL enrichis en triglycérides, eh bien, il va y avoir l'action de la lipase hépatique qui fera qu'on va accumuler ces LDL petites et denses. Et aussi, on aura une augmentation des HDL petites et denses qui vont être éliminés et qui vont, par l'ApoA1 éliminant au niveau rénal, par exemple, et donc l'accumulation de ces LDL petites et denses. Donc voilà très simplement, très schématiquement, le principe physiopathologique, avec l'augmentation en parallèle, alors je n'ai pas tout dit là-dessus, mais d'une particularité au niveau des VLDL, c'est que ces VLDL vont s'accumuler, ça sera les plus grosses qui vont s'accumuler, et qui seront moins sujets à donner des LDL et à persister au niveau sanguin pour former des IDL et puis pour accumuler des remnants de cholestérol. Alors voilà une étude que j'ai fait avec John Chapman à la Pitié sur ce qui nous intéresse beaucoup, c'est justement les modifications des lipides de ces LDL et des sous-classes de LDL, allant des plus légères aux plus denses. Bon, là, c'est du LDL1 ou LDL5. Et puis, on voit très bien qu'effectivement, ces LDL petites et denses contiennent des produits lipidiques que sont les lysophospholipides. Ici, l'isophosphatidylcholine ou inositol, ça se voit tout à fait ici, qui sont des lysodérivés inflammatoires,
Que l'on arrive, alors la courbe bleue et la courbe rouge, la rouge c'est après traitement par statine, bon, on voit que là on arrive à limiter par le traitement par les statines la concentration aussi de ces lysodérivés, en particulier les lysophosphatidylcholides, mais qu'en contrepartie, le traitement par les statines ne modifie d'aucune façon donc une accumulation d'un autre produit que sont les céramides et qui sont aussi impliqués dans le processus athéromateux. Bien, donc si on reprend maintenant, je vais parler un petit peu plus du plan analytique que du plan physiopathologique. Et dans le cas justement donc, du risque résiduel lié aux triglycérides élevés et au HDL bas, et aussi le fait que cette hypertriglycéridémie, pour apprécier le LDL cholestérol, eh bien, il va falloir prendre des précautions, en particulier puisque vous savez que le LDL cholestérol, eh bien, il est souvent apprécié par une formule bien classique, hein, qui est l'équation de Friedewald, et qui n'est applicable que dans certaines conditions, mais que lorsqu'on va avoir des LDL cholestérol bas, au seuil de 0,7 g par litre par exemple, eh bien que même des hypertriglycéridémies qui vont se situer en dessous des valeurs de 3,9 mmol par litre auront aussi une incidence sur le calcul du LDL cholestérol. Donc c'est là-dessus que je vais aller maintenant. Quoi qu'il en soit, hypertriglycéridémie, donc on s'y est intéressé maintenant de plus en plus. Et on a bien démontré qu'effectivement, il y avait une relation. Alors, qu'est-ce qui est hétérogène là-dedans? Est-ce que ce sont les triglycérides et le cholestérol? Bon, apparemment, c'est quand même plutôt l'accumulation de cholestérol dans ces fameux remnants. Bien, donc le bilan lipidique, dans le cas des sujets hypertriglycéridémiques et lorsqu'on veut apprécier dans le diabète de type 2 ou le syndrome métabolique, donc le LDL cholestérol, quelles précautions à prendre et comment avoir une mesure fiable. Bien, cette hypertriglycéridémie, bon, chez le sujet obèse, etc., je n'y reviens pas, syndrome métabolique, qui est diabète de type 2, et l'équation de Friedewald que vous connaissez, qui effectivement ne va pas être utilisable lorsque l'on aura des valeurs donc supérieures à 3,9 mmol par litre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'instant, qui sera particulièrement sensible aux hypertriglycéridémies lorsqu'on a des valeurs basses de LDL cholestérol. Et même donc pour des concentrations donc de triglycérides qui vont être en dessous du seuil de 3,9. Alors, il existe d'autres formules. On a publié ça, on a fait une petite dans Clinical Chem avec, encore une fois, John Chapman. Mais l'origine de ces formules, eh bien, sont l'équation de Samson, je ne sais pas comment on prononce, peu importe, ou de Martin Hopkins. Il y a deux formules qui existent pour essayer justement de pouvoir appliquer, donc pour apprécier un LDL cholestérol de façon la plus fiable possible. Dans le cas des hypertriglycéridémies, dans le cas de l'équation de Samson, ben vous voyez qu'on peut même avoir confiance en valeur de LDL cholestérol, mais est-ce qu'on va au-delà de 8 grammes par litre de triglycéridémie, et qu'il y a une bonne estimation du LDL cholestérol à des concentrations faibles, inférieures à 0,5 g par litre. L'équation de Martin Hopkins est à peu près équivalente, sauf qu'elle est quand même beaucoup plus compliquée à appliquer, parce qu'elle va être par tranche d'individus, etc., de triglycéridémie. Bon, c'est assez complexe à utiliser. L'équation de Samson, elle, au moins, bon, reprend des items que l'on peut intégrer dans le calcul facilement, enfin relativement facilement, parce que vous voyez qu'elle est quand même assez complexe. Alors, pour éviter ça, bon, si on veut utiliser ces formules, on peut le faire, mais l'autre solution, bien évidemment, c'est de le mesurer, ce LDL cholestérol. Alors, la standardisation reste encore sujet à question. Le coût, bien évidemment. Malgré tout, il y a une bonne estimation du LDL cholestérol entre Friedewald et quand les triglycérides sont inférieurs à 3,9. C'est la meilleure méthode, certainement, à utiliser quand on a des faibles taux de cholestérol LDL et des triglycérides supérieurs à 1,50 g par litre. Mais dans cette mesure du LDL cholestérol, il faut bien avoir à l'esprit que ça tient aussi compte d'un autre intervenant qui peut être un élément important de risque cardiovasculaire résiduel, qui est la L-peptida. Et justement, la L-peptida, j'y viens, donc cette L-peptida qui est connue depuis très longtemps, hein. Elle a eu son heure de gloire à une époque, et puis elle est tombée en désuétude, et puis là, maintenant, elle remonte à la surface
et est de plus en plus mise en avant. Vous connaissez cette lipoprotéine particulière avec cet apoptita, qui a un intérêt à être dosée lorsque justement on n'a pas d'évaluation très nette de pourquoi il y a un risque résiduel chez des patients donc à très haut risque cardiovasculaire, dans le cas donc des diabétiques, des insuffisants rénaux chroniques, même des hypercholestérolémies familiales. Et maintenant, alors elle a un intérêt encore plus important parce que si jamais on trouve une augmentation de la L-peptita, eh bien on a des thérapeutiques. Les statines ne modifient pas son taux, mais en revanche, les inhibiteurs de PCSK9 sont actifs vis-à-vis de cette L-peptita. Il y a d'autres molécules qui sont en étude, les oligonucléotides antisense ou les siRNA. Bon, je rappelle très rapide, je regarde le temps. Ah oui. Voilà, bon, je passe là-dessus. Donc, on peut aussi, dans le LDL cholestérol calculé, éliminer la L-peptita de ce calcul. C'est les fameuses formules de Dahlen que je vous ai mises ici. Donc, je passe un petit peu rapidement là-dessus parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez. Alors, le HDL cholestérol là-dedans, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, on peut en dire qu'en fin de compte, effectivement, le LDL cholestérol bas, c'est un élément important dans l'estimation du risque cardiovasculaire. Ça, c'est très clair. La seule chose, ce n'est plus considéré comme un facteur, mais c'est un marqueur. Et ceci veut dire aussi qu'une très forte augmentation du HDL cholestérol. Alors, je vous montre cette publication-là, qui est un peu quand même... Il faut avoir des HDL cholestérol, vous voyez, qui sont au-delà de 2,5 millimoles par litre. Eh bien, on peut avoir donc des effets, au contraire, opposés de l'augmentation du HDL cholestérol vis-à-vis du risque cardiovasculaire. Donc, quoi qu'il en soit, il garde bien sûr toute sa valeur dans le cas donc, des concentrations faibles associées à une hypertriglycéridémie. Et là, dans ce cas-là, ça devient donc un marqueur de risque. Bien. Alors, quels sont les autres marqueurs? Alors, justement, le non-HDL, ApoB, très rapidement. Donc, le non-HDL qui est apparu donc, justement dans SCORE 2, et qui, donc, comme son nom l'indique, eh bien, prend en compte tout ce qui n'est pas le HDL cholestérol et va englober donc toutes les lipoprotéines ApoB, les VLDL, les IDL, les LDL et la L-peptita. C'est ce qu'on va appeler le non-HDL cholestérol. Qui a un intérêt, parce qu'en fin de compte, c'est une dénomination qui va permettre, facile à faire, puisqu'il suffit simplement de faire une soustraction, qui va donc être utilisée même si vous avez des hypertriglycéridémies, qui exclut du calcul donc, le LDL cholestérol par la formule de Friedewald, et qui va être donc même indépendant des taux de triglycérides, donc utilisable non à jeun. Ceci étant, il peut y avoir des discordances entre le non-HDL cholestérol et le LDL cholestérol en cas d'hypertriglycéridémie, encore une fois. Et dans ce cas-là, un autre élément. Donc, dans le cas du non-HDL cholestérol, certains préconisent aussi, à côté du LDL cholestérol, que ça pourrait être donc un objectif secondaire du traitement. Hypolipémiant en particulier, donc vous avez ici des concordances, je passe, vous retrouvez ça dans les guidelines de 2021. 58 secondes, ok. L'ApoB, oui, l'ApoB, pourquoi pas. L'ApoB dans le sens où effectivement, lorsque c'est LDL petit et dense, là, il peut y avoir des discordances avec un LDL cholestérol qui peut être normal. Et dans ce cas-là, ça vous donne une appréciation, puisqu'il y a une ApoB par particule, une appréciation donc du nombre de particules de ces petites et denses qui ont bien évidemment un rôle hétérogène. Donc l'ApoB peut être un élément aussi intéressant. Alors, les remnants de cholestérol, je passe là-dessus, parce que pour le moment, vous avez vu quand même l'intérêt. Donc, lorsqu'elles sont accumulées, ces remnants de cholestérol, un risque hétérogène certain, qui n'ont dosage pour le moment, bien évidemment, absolument pas réalisable en pratique quotidienne. Bon, quelle nouveauté, très rapidement, plus de 2 secondes. Bon, vous me laissez 1 minute encore.
Très rapidement, le temps d'exposition au LDL, maintenant cholestérol. Effectivement, et ça, je prendrai comme exemple. Cette publication-là qui montre qu'effectivement, lorsqu'on accumule au cours du temps le LDL cholestérol, et ça va permettre à certains d'employer le terme d'accumulation LDL cholestérol par an, et on démontre tout à fait qu'il y a plus le temps est important, plus LDL cholestérol moyen est important, et bien plus le temps d'apparition va être court de ces pathologies cardiovasculaires. Voilà. Et l'exemple type, bien sûr, c'est l'hypercholestérolémie familiale, dans ce cas-là, hein, qui va être un élément qui est peu diagnostiqué, qui nécessiterait donc effectivement, là c'est facile justement, un dépistage plus important, et d'autant plus important qu'il devrait être fait voyez, chez l'enfant entre 2 à 6 ans pour éviter toutes les complications et les risques de décès ensuite. C'est un exemple là, de détermination du LDL cholestérol dans ce cas-là qui devrait être fait. Je passe. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention et je vais m'arrêter là. Merci.